L'un a créé des spectacles événements d'une ampleur inégalée, l'autre a fui les projecteurs pour recentrer son art vers l'humain. Jean-Michel Jarre et Robin Renucci sont mes invités pour cette nouvelle traversée du miroir. Bonsoir à tous. Tous les deux, à leur manière, ont eu besoin d'oxygène. Le premier, Jean-Michel Jarre, c'est bien sûr par ce titre qu'il a définitivement lancé, un succès planétaire, des scènes déployées en plein air dans le monde entier et une musique électronique devenue sa marque de fabrique. Le second, Robin Renucci, parce qu'il a retrouvé de l'air et un second souffle dans les vallées corses qui ne l'ont pas vu naître, mais dont il est originaire. Comédien multiple, il est présent sur tous les fronts. Robin Renucci, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Alors en fait, vous êtes corse, mais né au Creusot, ce qui n'est pas vraiment la Corse. Ouais. Je suis né en Saône-et-Loire, puisque je m'appelle en fait Daniel Robin Renucci. Robin est le nom de mon père, Louis Robin, et Paulette Renucci. Et le fait d'unir mes deux noms de famille avait un sens symbolique très jeune. Et puis petit étant Robin, Robinet, Robinou à l'école, ça allait très bien comme prénom également. Il n'y a que Daniel qui a disparu. Là, voilà, sauf pour ma famille quand même. Il vous appelle encore Daniel. Oui. Alors, donc, vous êtes né au Creusot d'un père bourguignon. Voilà. De la Bourgogne du côté d'Auxerre, voilà. Et puis, quand mes parents qui ont vécu longtemps en Corse et mon frère, lui, qui a sur sa carte d'identité né à Venaco, me rendait jaloux, j'ai eu envie de revenir en Corse plus tard, mais eux étaient en Corse avant ma naissance et sont remontés au Creusot, voilà, pour la fin de la vie de ma grand-mère paternelle. Et moi, je suis né un peu sur le passage du Creusot. On va vous voir en photo dans les bras de parrain et marraine. Oui, ça, c'est côté Corse, justement. Alors, bien sûr, oui, oui. Je vois que j'étais curieux de l'objectif. Oui, déjà. Vous saviez que c'était là. Oui, sur la place de l'église, d'ailleurs, d'Olmi Capella, où j'ai appris à marcher quelques jours plus tard. Oui. Et vos parents, qu'est-ce que faisaient vos parents? Alors mon père était gendarme, c'est pour ça qu'il était en Corse, c'est-à-dire qu'il a fait en fait la Deuxième Guerre mondiale, et puis ensuite il est allé en Corse, comme on serait allé peut-être aux colonies à l'époque. Oui. Il y avait des annuités, c'est pour les gendarmes, qui avaient une retraite anticipée. Donc je crois que c'était ce qu'il a amené en Corse. Mais c'est là qu'il a rencontré Paulette, ma mère, et ils se sont mariés. Ça c'est une belle histoire, mais vous vous sentez forcément plus corse que breton maintenant. Disons que bourguignon. Que bourguignon en tout cas. Mais je vois, vous auriez pu dire basque aussi. Là, on voit le Padro qui est la montagne, donc qui est la montagne qui surplombe le village d'Olmi Capé, là, dans la haute Balagne. Donc oui, je me sens beaucoup corse simplement parce que la présence de ma mère et la langue surtout, j'adore les langues en général et la langue maternelle a été beaucoup la langue corse, curieusement. Ma mère était nostalgique puisque lorsqu'ils sont revenus sur le continent, comme on dit, habiter donc la Saône-et-Loire et puis le Lyon ensuite, ma mère était nostalgique. Alors elle parlait beaucoup dans la langue corse. Et elle vous parlait en corse? Elle parlait en langue corse. Et vous oui, bien sûr, je parle la langue et avec grand plaisir. Donc il y a quelque chose de très fort de l'insularité parce qu'il y a, comme chez Pessoa, tout cet univers de la nostalgie, d'une grande nostalgie. De quelque chose qui a disparu ou qui est loin. D'être loin elle était loin de sa terre natale, puisque donc mon père était gendarme, comme je l'ai dit, et revenu dans Lyon pour habiter dans une gendarmerie. Donc c'était quand même un univers avec dans ses bagages moins ensoleillé, beaucoup d'ombre des prisons. Ouais. Et cette langue, vous la parlez, et vous êtes considéré comme corse par les Corses, ou quand même, ils vous voient un peu comme un continental Je ne me pose pas trop la question, et il me semble que j'ai un grand respect d'avouer ce désir réel. C'est-à-dire que c'est un choix. Déjà d'unir mes deux noms de famille, c'est important. De poser ce nom de Renucci, qui sont les racines. J'aime les racines en général, l'idée des racines dans la langue comme dans les origines. Poser ces deux mots ensemble, ces sonorités, et faire se rejoindre le continent et la Corse. De leur côté,
Les gens de mon village sont les gens de mon village. Ils m'ont vu marcher, apprendre à vivre là, enfant. Donc je crois j'ose penser qu'ils me considèrent des leurs. Alors c'est donc vers 7-8 ans, lorsque vous êtes justement en école primaire, que vous voyez pour la première fois des artistes qui vous donnent envie de faire ce métier d'une certaine façon. À l'école, je rencontre Isotherme et Thermostat quand même. Alors racontez-moi, parce que moi je ne les connais pas. Ils sont deux clowns. Je ne sais pas s'ils existent encore. J'aimerais d'ailleurs un jour peut-être les croiser à nouveau pour leur dire combien c'est important que les artistes à l'école soient présents pour transmettre ce qu'ils transmettent, puisque c'est là que le virus est arrivé. Je l'ai compris plus tard, mais surtout le grand plaisir de voir du spectacle au sein de l'école, quoi. Et ces deux clowns, Isotherme et Thermostat, ont sans doute marqué mon Et leur destin. nom l'indique bien, ils vous ont transmis une petite flamme. Hein. Donc il y a eu la petite flamme qui a tout d'un coup... C'est ça qui est formidable d'ailleurs. Et le froid et le chaud, l'ombre et la lumière en même temps. Oui. Se dire que chez des enfants, bon, il y en a un certain nombre qui ne seront pas réceptifs ou qui ne le seront pas davantage qu'une soirée ou une après-midi. Et puis il y en a d'autres qui auront ça en eux et voudront faire le même métier. Oui. Et c'est ce qui vous est arrivé ce jour-là. Oui, il y a le métier plus la conscience de l'art dans le sein de l'école, quoi, qui continue à me poursuivre dans les actions que je mène aujourd'hui. Donc je vois que tout ça, il y a une sorte de cohérence. Voilà. Alors, peu de temps après, vous avez 10-11 ans, vous montez déjà vos premiers spectacles. Voilà, donc je reprends ces spectacles dont je me souviens particulièrement de celui-ci, qui s'appelait Pierril d'ailleurs, donc, de ces deux clowns, et je demande aux gens de mon village de venir, j'organise avec des chaises dans un pré un peu bourbeux, un spectacle avec mon petit cousin, Bernard, et on rejoue, voilà, ces deux clowns, avec la tente de maquillage, avec l'espace scénique, avec les cartons d'invitation, avec les paniers et les bonbons pour l'entracte et l'imaginaire qu'on peut avoir du spectacle quand on a 8-10 ans. Et puis vous grandissez et vous allez découvrir le théâtre populaire, sans savoir que vous en faisiez déjà, d'une certaine façon, mais un peu, je dirais, grâce à Romain Rolland. Alors on a oublié Romain Rolland. Ah, Romain Rolland, le théâtre du peuple. Romain Rolland, c'est parce que il était mort lorsque je suis allé à Vézelay pour la première fois. Et je vais à Vézelay, je crois en 1974 peut-être, 13 ou 14, et faire ce qui s'appelle un stage de réalisation d'éducation populaire. C'est-à-dire que le Conseil national de la résistance a apporté dans notre pays une grande aventure, un grand souffle de la notion de territoire et d'égalité culturelle, hein, qui est contenu dans le programme du Conseil national de la résistance. Après la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de concentration, des femmes et des hommes de grand courage ont inventé un nouveau souffle de générosité, de solidarité, et notamment culturelle. Et à la pensée de Copeau qui devait présider à cela, et puis Gémier, enfin les hommes de théâtre, Dulin, Louis Jouvet, donc Charles Dulin, d'Asté et tous ces gens-là sont repartis, Hubert Gignoux, réinventé ce qui s'est appelé le théâtre populaire dans la décentralisation. Il y a eu un certain nombre de conservatoires un peu partout en et France. Surtout, les stages de réalisation, c'est comme ça que ça s'appelait, c'est-à-dire pendant la période estivale très souvent, mélanger des amateurs et des professionnels, des enseignants, des animateurs, et une grande exigence. Et c'est la deuxième fois que je rencontre justement la présence artistique très forte et l'exigence. Et ça, vous faites ça dans la maison de Romain Rolland, oui. Alors à Vézelay, alors là c'est un petit peu plus tard, c'est l'année d'après ou les années d'après. Là on voit d'ailleurs mon ami Aurélien Recoing qu'on reconnaît, qui est un grand acteur que j'aime beaucoup, avec qui j'ai joué plus tard Caligula. Et là je joue Lorenzaccio, et il joue le duc. Et cette aventure des stages de réalisation, voilà, c'est par la suite René Jonot à Valréas là qui les mène, et c'est ce que je continue à faire par ailleurs en Corse. Donc oui, Romain Rolland, le théâtre du peuple, l'aventure du théâtre populaire, la transmission, c'est quelque chose que je continue à pratiquer et qui préside à tout cela. C'est touchant de voir cette photo où on est très jeune. Oui, d'un homme qui a été majeur, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque était vraiment considéré comme le plus grand écrivain français. Oui, Romain Rolland, c'est magnifique, bien sûr. Donc vous avez cité Charles Dulin, et vous allez d'ailleurs suivre ses cours. Tout naturellement rentrer à l'école Charles Dulin. En arrivant à Paris, ne sachant pas trop où aller, je suis allé au théâtre de l'Atelier, puisque je savais par le petit livre rouge qui s'appelle Note à un acteur que c'était au théâtre de l'Atelier que Charles Dulin exerçait. Il était mort depuis 1949, je le savais à peine au fond, et je croyais retrouver dans le hangar le théâtre de l'Atelier, qui est donc sur la place dans les hauteurs de Montmartre, hein,
et l'école n'était pas là. L'école était en fait au Trou des Halles qu'on était en train de percer à ce moment-là, voilà, dans les années 75. Et je vais à l'école Charles Dulin, voilà, je rentre là, bien sûr, c'était là que je voulais aller. Et ça vous a permis de pouvoir ensuite faire le conservatoire, voilà, d'emblée, Antoine Vitesse, les belles classes, quoi, les belles. Mais en sortant de l'école Dulin, oui, dès qu'on sort de l'école Dulin, ça continuait ce beau mouvement de l'éducation populaire que je retrouvais là, et du goût du public et des auteurs. Et j'ai la chance d'être élève au conservatoire, de rentrer comme élève au conservatoire. C'était en 1978, je pense, et j'entre dans la classe de Marcel Bluval, d'Antoine Vitesse, et comme j'étais staccanoviste, vraiment, je passais, j'avais ma chambre dans la rue du Faubourg-Montmartre, juste à côté, au 6e ou 8e étage, et je partais le matin à 7h, je prenais ma douche au conservatoire, je vivais le conservatoire à fond, oui. Je dormais parfois dans les combles du conservatoire, ce qui est totalement interdit. Maintenant que j'y suis professeur, je sais qu'on n'a pas le droit, évidemment, de laisser les élèves dans cette situation, mais moi j'adorais être dans cet univers-là. Et d'aller fouiller dans les... Vous êtes complètement baigné donc, par le conservatoire. Et dès que vous sortez du conservatoire, vous allez vous retrouver baigné, si je puis dire, par Michel Deville, dans des eaux très profondes. Oui. Puisque c'est votre premier film oui, profond. C'est un chemin complètement droit, parce que ce que l'on évoque là, l'école Charles Dulin, le conservatoire direct, Michel Deville, Jean-Louis Trintignant, premier partenaire de cinéma, et Isabelle Huppert. Formidable, quelle chance. Quelle chance. Et je suis encore élève au conservatoire. Dans la journée, je vais faire des remplacements avec Giorgio Strehler ou Jean-Paul Roussillon, qui nous a quittés il y a peu de temps, et je remplace des acteurs. Étant encore une fois staccanoviste, ça me convient parfaitement. Tourner dans la journée, jouer le soir au théâtre. Alors en plus, vous avez de la chance parce que être sur l'épaule de Jean-Louis Trintignant. Oui, et puis alors et l'amant d'Isabelle. Isabelle était dans ce film assez nymphomane, donc elle avait des goûts pour les petits jeunes gens que son mari de film lui fournissait ou acceptait jusqu'à un certain point. Et vous étiez un de ses aliments de choix. Un de ses amants, voilà, il y en avait quelques-uns, et je me souviens d'une danse, d'ailleurs, un slow qu'il fallait danser avec Michel Deville. Et là, je découvre le cinéma, et surtout la technique. C'est-à-dire que j'adore la technique et les techniciens, en fait, ce qui se passe dans le rapport des gens avec les machines, avec ces gens qui sont dans l'ombre et qui sont derrière nous, d'ailleurs, derrière les caméras, et qui sont dans la précision de l'objet. Voilà, j'ai toujours on en voit quelques-uns. Là, c'est pour le tournage des 40e Rougissants. En même temps, d'ailleurs, je crois tourner. On voit Jacques Perrin, d'ailleurs, qui est l'acteur. Belle photo. Alors là, je tourne en même temps avec Michel Serrault, ce qui me bouleverse également de rencontrer ces acteurs-là. Et on est sur les 40e Rougissants de Christian de Challonge, que l'on voit aussi. Et on voit les objets, voilà, que j'aime, et tout cet univers de la technique qui me passionne également. Alors la consécration, en tout cas cinématographique, elle va venir en 85 avec Escalier C. C'est le film qui vous fait vraiment remarquer. Oui, c'est Marie-Dominique Giraudet, qui était l'épouse de Claude Zidi, qui me propose ce film que Jean-Charles Takela a tourné. Et en effet, le film rencontre le public. Et aussi, je suis à ma mesure. C'est-à-dire que j'aime les rôles, j'aime les personnages, je peux me donner à fond. Je peux ne pas aller nécessairement à la cantine, mais travailler mon texte entre les deux moments de pause qu'il peut y avoir dans la journée, les rares moments. Je me défonce, voilà, dans ce personnage. Et puis il a la chance pour le César, en plus. Voilà, il a la chance de rencontrer le public. Ouais. Puis en même temps, ça marque d'une certaine manière, parce que de là, je découvre un certain dandysme que je n'avais pas du tout, par exemple, avant. Je suis un gars de la province, complètement, encore une fois, avec des origines très modestes, et je suis habillé, voilà, un peu par Yamamoto, donc, et peut-être l'image se déplace un tout petit peu. Vous voyez, on se met au rapport en focus avec le personnage, et les gens vous voient aussi différemment. Ce qui crée parfois aussi des petites distorsions. Oui, distorsions, puis des appréciations de soi par les autres qui peuvent être différentes. On m'a proposé beaucoup de genres comme ça, de personnages de ce genre ensuite, que j'ai refusé systématiquement, parce que j'avais surtout envie d'être un autre. Moi, j'étais habité par le poème de Rimbaud, « Je est un autre ». On cherche toujours l'étranger en soi. Donc, c'était bien parce que peu de temps après, il y a eu Masque, justement, le fameux film de Chabrol, qui est justement un jeu de masque avec... Oui, une belle photo, oui, avec Philippe, que j'aimais beaucoup comme partenaire, que j'ai eu plusieurs fois comme partenaire dans Fort Sagan, dans Faux Usage de Faux également, où il jouait Gary et je jouais à Émile Ajar. On s'entendait bien, regardez les larrons en foire, là. Oui, ça c'est sûr. Évidemment, avec Claude Chabrol, on s'amuse toujours autant et on travaille avec beaucoup de précision, voilà. Ce sont des metteurs en scène que
j'apprécie énormément, voilà, qui sont précis et en même temps joyeux. Après, il va y avoir Vive la sociale de Mordillat, et puis parallèlement toujours le théâtre quand même, parce que vous n'avez pas abandonné pour autant le théâtre, et notamment le Soulier de satin. Dans la cour d'honneur d'Avignon, que Antoine Vitesse décide de monter, au moment où Paul Claudel est un tout petit peu poussiéreux. Parfois on dit Claudel, oh là là, on ramène toujours cette idée que, paraît-il, Arletty aurait dit heureusement qu'il n'y a pas la paire, etc. Le soulier de satin. Bon. Parce que il faut dire, ça dure assez longtemps déjà. Ça dure 12 heures. Oui, donc c'était... Ça commence à 8 heures le soir et ça se termine... J'étais là quand je vous ai vu donc, à Avignon, et on reprenait il n'y avait pas de TGV à ce moment-là, mais le lendemain matin, le premier train. Oui. Mais on avait passé une nuit, mais une nuit formidable. Et le public participait tout autant de l'effort que les acteurs. Voilà. Et à la fin, je me souviens justement d'un Perchman en larmes, parce qu'il avait les bras en l'air et qui venait filmer les instants du salut au petit matin, et qui était bousculé dans son émotion par l'émotion du public. Il y avait quand même 3-4 000 personnes dans cette cour d'honneur du Palais des Papes. Et il recevait une charge d'émotion. Et j'étais en face de lui et je le regardais les bras en l'air, hoqueter et être en larmes, de ressentir cette espèce d'ambiance émotive, quoi, hein, parce que le public participait à l'effort, quoi. Donc il y avait quelque chose d'un peu... Il y a ceux aussi qui peuvent pas participer et qui dorment à un moment donné, parce que d'abord c'est assez inconfortable. Et puis il y a la pluie. Il y a la pluie. Il y a les doudounes, il y a les parapluies qui s'ouvrent, il y a les thermos. Vous le voyez tout ça quand vous êtes sur scène? Et c'est un plaisir. Moi, j'aime le public, j'adore le public. Enfin, il vous gêne pas quand il a il est ailleurs? Non, pas du tout. Et d'ailleurs quelqu'un qui s'endort dans ces conditions-là, quand on sait que ça dure 12 heures, et c'est fait d'ailleurs un peu pour ça, le Soulier de satin, c'est un grand voyage immense d'amour, comme ça, à travers des Amériques et les deux continents qui se rejoignent, à travers Prouez et Roderick, ces deux personnages. Et tout d'un coup, on a ce public qui vit des moments d'apaisement et qui, certains boivent le café avec leur thermos, d'autres s'effondrent un tout petit peu et on les regarde jouer, on leur conte une histoire, on leur raconte quelque chose. Ah, c'est ce que vous faites aujourd'hui donc avec l'ARIA, cette association que vous avez créée. L'ARIA, ça a deux sens en fait. L'ARIA veut dire l'air. L'air qu'on n'emprisonne pas, qu'on n'emprisonne pas, qu'on ne met pas en cage, la liberté, en fait. C'est l'ARIA aussi chanter, Et puis ça veut dire aussi l'association des rencontres, puisque c'est un lieu de rencontre, et je reproduis ce que j'ai connu très jeune dans ces stages de réalisation avec les René Jonot et autres hommes que j'ai cités tout à l'heure. La rencontre d'artistes professionnels avec des artistes qui ne sont pas professionnels. Là, on voit mon ami Jean Marquis, qui est un grand photographe, qui a été photographe de Jean Renoir, par exemple, et qui a photographié les plus grandes vedettes, qui, lui, est un professionnel de la photographie, mais qui vient continuer. Je crois qu'il a dû faire passer tous ses étés. Vous voyez, il était déjà à Valréas quand j'étais moi-même, j'avais 17 ans. Donc, je réunis les anciens, des nouveaux, des enseignants, des animateurs, des professionnels, et les gens qui nous écoutent en ce moment peuvent entendre que s'ils le souhaitent, en ce moment, nous ouvrons nos invitations et nos... c'est toujours pendant l'été? Réception. C'est toute l'année maintenant, parce que dans ce beau village de Olmi-Capella, enfin c'est Piogiola exactement, mais c'est une vallée, ce sont quatre villages réunis. Permettez que je les nomme. Allez-y. Là, c'est Olmi-Capella, Piogiola, où j'habite, Mausoleo et Valica. Mais ces 4 villages sont complètement, comme les... Quand vous dites il y a un théâtre qui est construit maintenant. Donc c'est Association des rencontres internationales artistiques. Voilà. Internationale, c'est parce qu'il y a la Corse et la France ou... Non, parce que c'est la même nation dans mon esprit, même si beaucoup ont de grandes divergences à ce sujet, évidemment. Mais l'international, c'est parce que les langues sont internationales. Et les pays, il nous arrive d'avoir un Mexicain qui rencontre un Japonais sur ce territoire. Donc ça, c'est très important, parce que la singularité de ce territoire et de cette langue émerge également. Ce qui est important, c'est qu'on fasse émerger la singularité de ce territoire, mais qu'on ne l'isole pas davantage. Voilà. Moi, j'ai envie de partager toute cette générosité que la Corse peut offrir, en la respectant beaucoup, parce que parfois elle n'est pas toujours respectée. Alors, vous l'avez beaucoup respectée, parce que vous l'avez honorée dans un film aussi, il y a peu de temps. Voilà, j'ai tourné... Sempre Vivo, qui veut dire toujours vivant, avec les gens de mon village, les gens du village, donc des dames de mon village, dont certaines étaient en fin de vie, on peut le dire aujourd'hui, puisque deux de celles qui sont de ce quatuor ont disparu, vous voyez. Et c'était important pour moi de saisir justement dans ce film leur voix, leur langue, toute la singularité, comme je le disais, de cette expression, et de livrer à tous un film populaire qui existe encore sur les écrans en ce moment dans des ciné-clubs ou dans des salles d'art et essai.
Vous avez à peu près à ce moment-là, enfin c'était en 2004 je crois, oui. adapté le pianiste, oui. donc le fameux roman de Spilman qui avait été adapté par ailleurs par Polanski, mais cette fois-ci au cinéma. Vous le faites pour le théâtre là. Oui. Avec Michael Roudy, avec Nicolas Stavy qu'on voit sur cette photo. Roudy étant le pianiste, justement. Voilà, c'est cela. C'est que il y a des moments où il faut raconter l'histoire. Il y a bien sûr ce devoir de mémoire, mais aussi d'actualité hein, et de regard sur nos sociétés et la façon dont aujourd'hui les conflits voilà, autour des questions de la religion, de l'exclusion des uns ou des autres, continuent à nous poser problème. Et raconter l'histoire vraie, sans fiction, c'était le cas. C'est-à-dire que je ne jouais pas quelque chose, mais je racontais le récit de cet homme qui avait vécu reclus dans le ghetto de Varsovie pendant 5 ans, et dont Roman Polanski a fait un film, et moi je ne voulais pas le fictionner. C'est-à-dire que c'était le récit brut. Voilà, et c'était d'autant plus violent, je crois. Parce que le public fait sa propre imagination, plutôt que de lui montrer de la fiction de cette époque, notamment des camps de concentration, que je me refuse de voir en fiction en général. Alors la fiction, vous allez en tourner cette fois-ci comme réalisateur, oui. Parce que vous aurez vraiment tout fait. Vous commencez par un film qui est La femme d'un seul homme, oui. Et ça a été une déception pour vous, c'était un enthousiasme, c'est un grand plaisir. On voit encore un technicien, on voit Michel Thirier. J'aime nommer les gens, hein, excusez-moi, mais ça me plaît. Voilà, qui est le cadreur de Claude Chabrol. Donc ce lien-là se fait toujours, vous voyez, de l'un à l'autre. Il y a une sorte de fil d'Ariane qui se tisse et c'est un grand plaisir, aucune déception, non pas du tout, c'est un immense plaisir. Si je vous posais la question, c'est que vous n'avez pas tourné après pendant une dizaine d'années, donc je me disais peut-être que finalement vous avez trouvé que c'était pas votre exercice privilégié. Ben là, je faisais mes armes, je n'ai pas fait de court-métrage, donc et quand on est acteur, réalisateur seul, je pense que d'ailleurs certains malheureusement mettent beaucoup de temps à faire un film, hein, mais quand on est acteur, il y a tout ce que l'on fait au milieu, et 5 ou 6 ans ou 10 ans entre deux films, moi ça ne me dérange pas. Ouais. Et surtout, il faut avoir quelque chose à raconter. Je trouve que beaucoup de gens prennent la parole pour ne rien avoir à dire, ça me déplaît énormément. Enfin bon, alors que quand on a vraiment quelque chose à dire aux autres, c'est là qu'on mature, on écrit. Et je respecte beaucoup les auteurs pour savoir que je n'en suis pas un de nature, et donc je n'usurpe pas ce poste. Alors en ce moment, les téléspectateurs vous connaissent parce que il y a aussi ce volet-là. On a parlé de théâtre, cinéma, réalisation, jeux et maintenant télévision. Ils vous connaissent à travers Un village français, qui est une réussite formidable et qui dure surtout. Mais oui, j'estime avoir beaucoup de chance d'être patient et justement dans un rapport d'écoute des propositions et de ne pas sauter systématiquement dans tous les sens, dans tous les projets. Donc, oui, mais là, quand on vous a dit ça va être un film qui va durer sur un grand nombre d'années, avec un très grand nombre d'épisodes, vous n'avez pas eu peur justement de ce qui inquiète parfois quelques acteurs en disant, non, je vois surtout que je suis libre de contrat, c'est-à-dire que les producteurs comme les acteurs, en tout cas en ce qui me concerne, ne signent pas de contrat. Nous signons le contrat des prochains épisodes à chaque fois. Ah d'accord. Et le principe, c'est cette liberté-là. Voilà, c'est de dire qu'il s'agit, comme pour le public, puisque là nous sommes, il faut le rappeler, sur une chaîne de service public où le public est un vrai partenaire, voilà, et il n'est pas captif. Il peut s'en aller, évidemment, quand il veut. Et il nous a montré à 2 reprises, en juin dernier et en septembre cette année, qu'ils étaient extrêmement nombreux à désirer cela. Donc là, ça nous donne à nous-mêmes le désir, des auteurs pour écrire, des acteurs pour nous engager davantage, et surtout de raconter non pas la guerre, qui a été maintes fois racontée et parfois même révisée à l'aune de la mémoire de ce qu'on a de la guerre, mais du quotidien pendant la guerre, qui confronte les gens à leur lâcheté, à leurs ambiguïtés, comme ça peut être le cas aujourd'hui dans d'autres circonstances qui ne sont pas de guerre dans notre pays, mais au fond de nous ramener à notre quotidien. Et par exemple d'apprendre que 95% des gens n'étaient ni résistants ni collaborateurs, c'est important pour les Français aujourd'hui. Ils ont à peu près tous applaudi lorsque le maréchal Pétain leur a dit qu'il y avait un armistice. Absolument. Ils étaient soulagés, les Français, et c'était le 17 juin. Et peut-être même quand il a serré la main d'Hitler. Ouais, peut-être. Ouais. Donc un peu plus tard à Montoire. À Montoire. Donc raconter cela au quotidien, de voir que l'appel du 18 juin n'a même pas été entendu vraiment
On en parle très peu, justement, parce qu'il n'a pas... Il y a très peu de gens qui ont pu physiquement l'entendre. Alors que quand on révise l'histoire, tout le monde a été résistant, on le sait pendant un premier... Tout le monde a écouté la radio. Tout le monde a su qu'il fallait pas collaborer. Mais non. Alors, racontons cela de front aux Français qui sont capables de l'entendre aujourd'hui, dans une fiction qui à la fois est divertissante, et en même temps, là je joue le maire donc d'un petit village qui est sur la ligne, par ailleurs, et qui est surtout surtout médecin, donc humaniste, mais en même temps qui est mandaté par la commandanture pour avoir la responsabilité donc de devenir maire par intérim. Donc il est en une position très inconfortable. C'est très intéressant à jouer parce que c'est ni blanc ni noir et ça raconte vraiment la France de Vichy sur lesquelles on a construit beaucoup de choses. Là c'est déjà la 2e saison. Il y en a combien a priori? A priori il y aurait donc 5 fois 12 épisodes. Sauf si un jour vous décidez de partir, à ce moment-là, les scénaristes vous feront disparaître. Il faut d'un commun accord prévenir ce que nous faisons. Étant un personnage central, le personnage central de l'histoire, j'ai bien l'intention de ne pas faire défaut. Et puis surtout que c'est très bien écrit. Voilà, c'est Frédéric Krivine qui écrit et Philippe Tribois qui a réalisé le premier, puis Olivier Guignard. Et Philippe Tribois, j'avais déjà fait avec ce duo Krivine et Tribois Le Train de 16h19, voilà, pour la télévision, qui était un film qui m'avait beaucoup marqué aussi, parce que justement il racontait un homme. C'est bien ça. Mais dites donc, comment vous faites pour sortir les photos si rapidement? Oui, on cherche. Bravo. Alors ce film-là raconte l'histoire d'un homme qui assiste à un crime dans un train, qui n'agit pas. En fait, il assiste à un viol. Et comme il y en a malheureusement encore dans des trains de banlieue ou d'autres, et il descend du train pour réagir, mais il aurait dû bien sûr empoigner l'homme qui n'a pas pu empoigner, croyant bien faire en même temps, et il vit de ce malaise, de ce remords permanent. Donc je trouve ça, ce sont des personnages que la télévision peut offrir et qui sont intéressants. Un mot pour terminer avec quand même une de vos réalisations préférées, c'est-à-dire vos 2 filles, parce que c'est quand même aussi une réussite. Ça. Oui, alors j'ai aussi 2 garçons. Oui, 2 garçons. Mais là, on voit. Bon, alors je suis très pudique sur ma famille parce que je l'ai jamais mise en avant. Là, on voit 2 photos un peu discrètes de ma petite fille et de sa sœur. Et au milieu, nous avons 2 garçons jumeaux. Voilà, Lindsay, ma femme, qui est anglaise. Voilà, donc c'est un mélange aussi là complètement international. Vous voyez, là pour le coup, de langage entre la France et l'Angleterre et la Corse qui vient colorer tout cela. Les enfants parlent corse, anglais, en partie corse, mais en tout cas anglais et français. Et ça me réjouit. Voilà. Robert Manouchi, je vais vous présenter à quelqu'un qui a longtemps vécu avec une anglaise, donc il peut comprendre ce qu'est la passion franco-anglaise. Donc Jean-Michel Jarre. Bonsoir Robin. Vous connaissez? On s'est croisés, mais je suis ravi de partager cette émission avec Robert Manouchi, que j'aime beaucoup depuis longtemps. Et j'écoutais votre conversation avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de sujets qui me touchent, dont celui de la résistance, puisque ma mère a été une très grande résistante, elle, de la première heure, puisqu'elle a été résistante dès fin 41, donc à une époque où il y en avait encore moins que ceux qui se sont déclarés résistants à la fin de la guerre. Et c'est intéressant de ce que vous disiez sur le fait qu'on revient au fond toujours sur cette époque, le cinéma, la littérature de notre pays. C'est comme si on ne pouvait pas s'échapper de cette période. Et je pense qu'il y a une raison aussi psychanalytique par rapport au pays. C'est qu'en fait, cette période a résumé tous les travers de la société française, et que en fait on n'arrête pas de se pencher en fait au fond sur nous-mêmes, même si on n'a pas vécu nous autour de cette table ces événements en direct, mais à travers nos parents ou nos grands-parents. Et c'est vrai que ce sont des sujets qui sont finalement intemporels et que vous interprétez évidemment très très bien. Puisque cette question justement qui revient chez nous en permanence, on se dit mais est-ce que moi j'aurais été à ce moment-là, puisque Jean-Michel le disait, on n'a pas connu cette période. Qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que vraiment je suis bien sûr de choisir le bon camp? Je me la posais dans cette histoire de cet homme qui assiste à un crime. Qu'est-ce qu'on fait devant un homme qui a un cutter ou une arme et qui viole? Qu'est-ce qu'on fait quand on nous dit de ne pas acheter ou vendre tel objet et qu'on se compromet, qu'on devient collaborateur ou résistant pour un petit acte du quotidien où on risque sa vie? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est vrai que c'est très facile de dire les choses a posteriori. Quand on les vit en direct, comme vous le disiez très justement, il y a 95% des Français qui n'étaient ni d'un côté ni de l'autre. Et ma mère, moi, m'a dit, elle a été déportée, elle a été prise 3 fois par les Allemands, elle a été déportée à Ravensbrück.
Ravensbrück, et même à Ravensbrück, ayant été vraiment dans le sérail de la résistance, elle ignorait encore l'existence des fours crématoires en 1944. Et donc ça montre à quel point après l'histoire déforme les choses. Pour nous, ça nous paraît absolument évident, inconcevable, inacceptable, mais il y avait des choses qui étaient tous les non-dits dans ces périodes-là, à une époque où il n'y avait pas non plus les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il faut approcher cette époque avec circonspection et une certaine indulgence pour la plupart des Français qui ont vécu. Je vais vous poser maintenant 3 questions communes, et puis après je vous opérerai vous, tout seul. D'abord, première question, Robert Ranucci, le don de la nature que vous auriez aimé avoir. Alors ce n'est pas parce que Jean-Michel Jarre, à qui je veux aussi témoigner de la grande affection que j'ai pour son talent, et c'est sans doute musicien, peut-être clarinettiste en fait. Alors, moi j'aime beaucoup les concertos de Mozart, j'aime les grands interprètes, j'aime Paul Meyer interprétant les concertos de Mozart, j'aime la clarinette parce que ça me semble être la voix humaine que je ressens avec toutes ces variations, voilà, qui est le plus proche de la voix. Alors sans doute musicien. Et vous comme comédien, non? Alors non, en fait, moi, alors c'est quelque chose que j'admire tellement que j'ai du mal à m'identifier moi comme comédien. Non, comme don de la nature. Vous le connaissez par procuration souvent. Oui, plutôt les comédiennes que les comédiens. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que le mélange audiovisuel fonctionne quand même. Mais non, le don de la nature que j'aurais aimé avoir, c'est voler. Pas dans le sens de dérober, mais en fait pouvoir. La musique est liée à l'espace, est liée à l'air, et surtout, enfin, telle que je la conçois, mais pas voler nécessairement très haut. En fait, c'est voler plutôt au-dessus du sol, avoir cette vision à la fois des autres et cette vision de notre planète, non pas comme Yann Arthus Bertrand nécessairement, mais d'avoir de se situer un peu entre ciel et terre. Et j'ai la chance de faire ce rêve récurrent de voler, et c'est quelque chose d'assez agréable. Les limites, ça se respecte ou ça se dépasse? Si les limites sont des lois, elles se respectent, évidemment. Elles sont intransigeantes, on ne peut pas du tout Mais si les limites, ce sont les objectifs qu'on se fixe pour s'améliorer, pour se rencontrer soi-même, on les dépasse, bien sûr. Donc c'est double. Jean-Michel. Je ne peux que souscrire à ce que dit Robin. Je pense que c'est une question paradoxale parce qu'à la fois, à partir du moment où on vit en société où, au sens grec du terme, on est obligé de respecter les règles et donc de respecter les limites. Quand on élève des enfants, il faut les élever dans un cadre et dans donc l'apprentissage des limites qu'il faut faire grandir au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mais en même temps, le but de l'humanité, sa raison d'être, d'une certaine manière, c'est de dépasser ces limites, de pouvoir apprendre à les dépasser pour progresser et qu'une génération puisse passer le relais à une autre dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en essayant d'aller juste au-delà de ces limites pour chacun. Alors la dernière question, c'est une question que je pose rituellement à mes invités. Si votre vie devait avoir un titre de roman, lequel ce serait? J'irais comme un cheval fou, moi ça me va très bien, j'adore l'idée d'un cheval corse, c'est possible. Voilà, un bon cheval des montagnes. Oui. Bon, voilà, oui, sans doute. C'est une question, je ne sais pas ce qu'en pense Robin, mais c'est une question, je pense que à chaque période de sa vie, la réponse serait différente. J'oserais même dire presque chaque jour. Dans mon cas, je ne sais pas, ça pourrait être le voyage en 80 jours, ou c'est parce que vous allez faire une grande tournée, c'est pour ça. Oui, et puis non, simplement que mon destin m'a emmené dans différents endroits, mais ça peut être aussi 100 ans de solitude aussi, ça dépend. Mais je pense que s'il y avait aujourd'hui, ce serait plutôt la vie devant soi, en fait, comme si on prend un titre de roman qui existant. Parce que je pense que depuis... Vous connaissez bien. De Romain Gary, dont on parlait tout à l'heure, Émile Ajar. Émile Ajar, exactement. Donc à la fois pour le côté iconoclaste et provocateur de ce roman, c'est finalement de franchir les limites du politiquement correct en matière de Goncourt, donc c'était assez drôle. Et puis je dirais aujourd'hui, moi depuis la mort de mon père est mort l'année dernière, et en fait j'ai toujours conçu les choses en fonction du temps qui passe. Et aujourd'hui, depuis son décès, plutôt
temps que je considère le temps par rapport au temps qui reste. Et c'est très nouveau pour moi, et donc c'est pour ça que la vie devant soi me paraît opportun en ce qui me concerne aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé de technique tout à l'heure et de technicien. Je veux juste rappeler que le grand-père de Jean-Michel Jarre a inventé la première table de mixage pour les... n'est-ce pas? Oui, il est pas invité le TEPAS aussi? Aussi, oui. On va en parler tout à l'heure. C'est très intéressant, vous voyez, ces hommes qui ont servi la technique, je trouve ça... Et on a un point commun aussi, c'est que vous parliez d'origine bourguignonne. Moi, étant lyonnais, j'adore la Bourgogne, on a un terroir à moitié commun, puisque le terroir corse est plus éloigné pour moi. Bien que j'ai 2 oncles corses aussi, donc j'ai vécu aussi, c'est très très drôle, je vous écoutais, et c'est vraiment drôle parce que il y a ce mélange chez moi aussi. Qui se mélangent, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Merci Patrick Paul d'Arbor, merci. Alors, Jean-Michel Jarre, on parlait justement de ce grand-père-là. Parlons-en, parce qu'on parle souvent du père, évidemment, Maurice Jarre. Et ce grand-père, quand je dis qu'il était fabricant, enfin c'est lui qui avait inventé le premier, le TEPAS. Le premier TEPAS. En fait, c'est l'image paternelle que j'ai dans ma famille, puisque mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans, enfin très tôt. C'est mon grand-père qui était en fait beaucoup plus que ça. C'était un ingénieur des ponts et chaussées qui travaillait à Générale des Eaux à Lyon. Et qui était donc un ingénieur et qui était en même temps un inventeur, un chercheur. Donc il a inventé des tas de choses, notamment donc effectivement une des premières consoles de mixage, comme le disait Robert Ranucci à l'instant, et avant la guerre pour la radio. Et puis ensuite aussi après la guerre le TEPAS qu'on voit ici à l'image, qui est ce premier qui est le premier iPhone, si on peut dire, le premier tourne-disque portable avec le haut-parleur dans le casque avec ses couleurs magnifiques de Sky façon tweed. Et puis aussi, il a inventé des tas de choses. Et ma grand-mère était son souffre-douleur ou son cobaye préféré. Ce qu'il avait inventé, je me souviens quand j'étais petit, il avait mis au point un moulin à café qui n'existait pas encore à l'époque. C'était le fantasme venant de l'Amérique pour moudre le café dans un carter avec un carter d'aspirateur et un moteur de scooter. Ça faisait un bruit effroyable. Et les grains partaient dans toute la cuisine. Et ma grand-mère lui disait non, c'est pas encore au point, reviens la semaine prochaine. Extrêmement flegmatique. Donc j'ai vécu effectivement beaucoup ce genre d'aventure qui était très très tendre et qui m'a donné ce goût un peu iconoclaste aussi de la technologie, j'imagine. Alors là, voilà donc pour André, le grand-père. On parle maintenant de Maurice, le père. Alors il faut parler avec honnêteté. Bon, c'est vrai qu'il est parti pour nous tous l'année dernière, mais pour vous, il était parti assez jeune du domicile, donc c'était pas si facile. En fait, pour moi, il est mort 2 fois, d'une certaine manière. Et c'est vrai que j'ai vécu cette situation avec au fond une tristesse. Ma demi-sœur aussi, puisqu'elle a vécu à peu près la même chose, bien qu'elle n'était pas de la même mère, puisque c'est ma demi-sœur. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu très très peu de contact avec lui pendant mon existence. On n'y avait jamais eu de conflit ouvert. Et au fond, je me suis toujours dit qu'il vaudrait mieux il vaut mieux qu'il y ait un conflit ouvert avec un père ou une mère, parce qu'au moins les choses sont dites et les choses sont claires. Ou à la limite, il vaut mieux même que un parent puis finalement disparaisse, parce que cette béance qui est liée à une forme d'indifférence, d'absence, est quelque chose qui est émotionnellement difficile à gérer. Vous l'avez mal vécu, vous Relative, oui, je l'ai mal vécu parce que c'est très difficile de se sentir au fond rejeté, mais de manière ouatée, pas de manière dite. Et on sait par exemple jamais vraiment parler ni de musique, ni de choses qui auraient pu nous rapprocher. Ni de sa musique, ni de la vôtre. Très peu, très peu. Quand on se voyait, on avait l'impression qu'il était heureux de vos succès, par exemple. Je le pense, je l'imagine, mais il avait un rapport très très particulier avec la notion de famille, et donc aussi bien ses parents que ses enfants étaient, je pense, assez éloignés de sa préoccupation. Il était très très préoccupé par son art et par sa musique, et finalement assez peu des gens qui formaient sa famille finalement. Et c'est, je pense, regrettable et pour lui. Et pour nous. Bien sûr. Et sur la fin, vous avez pu reconstruire des liens. Je l'ai cru d'une certaine manière, mais je dois dire qu'aujourd'hui, je peux l'observer avec un peu plus d'objectivité. Finalement,
un peu artificiellement et un peu superficiellement. On ne se sera jamais vraiment retrouvé, même si les choses s'étaient normalisées sur le plan, je dirais, social, mais elles ne se sont jamais vraiment manifestées de manière profonde. Il est même mort en nous tenant tout à fait à l'écart de sa maladie, ce qui est d'ailleurs le cas pour un certain nombre d'entre nous. On ne pensait jamais comment les choses peuvent arriver, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui ne sera donc jamais résolu. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand même que vous faites tous les deux le même métier. C'est d'autant plus paradoxal et d'autant plus regrettable. Justement, de manière. Alors, donc lui, grand compositeur, universellement reconnu, sauf peut-être d'ailleurs un peu en France, parce qu'on n'en a pas tant parlé que ça, lorsqu'il a eu des Oscars pour Dr Zhivago, pour Laurence d'Arabie, c'est quand même lui le compositeur de cette musique qu'on a encore. Oui, comme il le disait, en France, surtout quand on a une carrière à l'étranger, il faut être en bonne santé parce qu'on est reconnu tard. Et lui, c'est vrai qu'il a été, évidemment, un grand nombre de gens l'ont toujours connu en France, mais il a été vraiment reconnu, célébré selon son point de vue quand il avait 80 ans ou 60, à partir de 70, 75 ans. Mais avant, c'était effectivement plus difficile compte tenu de la distance. Et puis, c'est vrai que la France a tendance à vivre un peu en autarcie, à ne pas être non plus nécessairement très éveillée à ce que font leurs ressortissants au-delà des frontières. Vous pensez que c'est quand même lui qui vous a instillé ça dans les veines, ce goût de la musique? Peut-être sur le plan des chromosomes, mais je pense pas parce que c'était vraiment quelque chose qui est arrivé. J'ai beaucoup hésité entre la peinture et la musique, moi, et c'est vraiment Pierre Schaeffer qui m'a vraiment mis sur les rails. Alors parlons-en de Pierre Schaeffer parce que c'est un personnage vraiment considérable, un peu oublié là aussi. Il avait créé ce groupement de recherche musicale dans lequel vous avez travaillé. Oui, qui est le GRM, le groupe de recherche musicale qui dépendait de l'ORTF à l'époque. C'est le service de la recherche de l'ORTF qui a donné pour le public une des choses qu'on connaît le plus du service de la recherche, ce sont les Shadocks qui ont été faits à l'époque où j'étais étudiant chez lui. Et c'est le premier, et vous avez parfaitement raison quand vous dites que c'est quelqu'un à qui on n'a pas suffisamment rendu hommage. C'est lui vraiment qui a changé le visage de la musique au XXe siècle. C'est-à-dire qu'après Schaeffer, la musique ne sera plus jamais la même, on ne la composera plus de la même manière. C'est quelqu'un qui est le premier à dire la musique n'est pas faite seulement de notes, mais est faite de sons. Et aujourd'hui, la musique électronique vient de lui, d'une certaine façon. Elle vient de lui. La musique aujourd'hui telle qu'on la compose, que ce soit à travers les ordinateurs et que ce soit ou de n'importe quelle manière aujourd'hui, ça vient de lui. Il a absolument tout inventé sur la manière dont on fait de la musique. C'est pour ça que la musique électroacoustique ou électronique n'est pas seulement un genre de musique comme le rock ou le hip-hop ou le jazz, mais c'est une manière de composer, une manière d'écrire et une manière de faire, de fabriquer. Cette année où vous avez 23 ans, quand vous sortez justement votre première composition électroacoustique, c'était pour l'Opéra de Paris, vous faites un peu scandale parce que ça se faisait pas du tout à ce moment-là. Oui, alors c'est pas. J'ai déjà fait des choses un petit peu avant et notamment un morceau, voilà, c'est ça qui est sorti un petit peu, qui était sorti avant. Là, on est à l'opéra, mais quand même. Alors, mais effectivement, mon premier contact avec le public, c'est effectivement au Palais Garnier où j'ai une commande de l'opéra pour ce qui va être en fait la première musique électroacoustique ou électronique acceptée à l'Opéra de Paris. Effectivement, ça fait indépendamment que ça fait du bruit physiquement, mais ça fait aussi du bruit dans la mesure où c'est l'époque où tous les musiciens classiques et les musiciens traditionnels ont peur que la musique électroacoustique ou électronique leur prenne leur pitance d'une certaine manière. Et donc on assiste à ces moments très surréalistes qui sont surréalistes aujourd'hui, mais où les gens de l'orchestre de l'opéra débranchaient les haut-parleurs, nous faisaient des tas de difficultés, puis finalement ça s'est arrangé parce que comme l'œuvre que j'avais faite était mixte et moitié symphonique, moitié électroacoustique, les choses sont arrangées. Mais c'est en tous les cas un très très grand souvenir. Alors, très furtivement, vous allez suivre les traces de votre père, parce que vous allez composer la musique d'un film qui était Les Granges Brûlées. Oui. Et puis vous allez composer aussi des musiques pour des gens très connus, comme Christophe, comme Françoise Hardy, Les Mots Bleus, par exemple. Voilà, on voit Christophe ici.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un moment de ma vie où je fais beaucoup de production, de chansons, où j'écris des musiques, j'écris des textes aussi. Je fais que ce soit pour Christophe, des chansons comme Les mots bleus, Les paradis perdus, Señorita, pour Patrick Juvet, Où sont les femmes, Faut pas rêver, etc. Et c'est un apprentissage. Là, je pars. On voit j'étais parti aux États-Unis à Los Angeles pour travailler avec les musiciens d'Herbie Hancock pour produire les 2 disques de Patrick Juvet et je rencontre donc en fait le monde de la variété avec l'idée que des personnages comme Christophe ou comme Patrick Juvet sont au-delà de leur image de l'époque de chanteurs de variété, ont un potentiel pour faire autre chose et donc j'essaye de conceptualiser, de réaliser quelque chose qui corresponde à une idée, que ce soit pour Christophe cette espèce de côté un peu Vitelloni rock un peu et puis dans le cadre de Juvet ce côté un peu glam David Bowie un peu français et donc ça m'a beaucoup intéressé de m'immerger un peu dans ce monde, mais je gardais en tête cette idée de trouver avec ces travaux pratiques que j'ai pu faire à cette époque le pont entre une musique expérimentale et la pop musique dans laquelle j'ai baigné toute mon adolescence. Et puis il y avait eu Gérard Lenormand, Françoise Hardy, enfin tout un certain nombre d'artistes que vous servez. Et arrive à ce moment-là, on est en 76, Oxygène, qui devient un succès tellement invraisemblable que vous l'avez jamais battu depuis. Je pense que c'est certainement votre plus gros. Je pense même que c'est jamais été même battu pour un album français. Ouais. C'est, je crois, l'album qui a été le plus diffusé ou le plus vendu dans le monde. Combien d'exemplaires 12 millions, je pense, d'exemplaires. Et c'est vrai que ça fait rêver puisqu'aujourd'hui les records sont plutôt aux alentours de 12 albums avec 120 parfois. Voilà, 120 parfois. Voilà, exactement. Donc ce sont des chiffres qui sont totalement irréel aujourd'hui, mais même à l'époque. Et c'est vrai que c'est la première réalisation d'un rêve que j'avais, qui était justement de faire ce pont entre une musique expérimentale et aussi classique, parce qu'Oxygène est une facture un peu classique au sens de musique classique, et en même temps avec un pied dans la pop musique, et puis aussi avec, on voit cette pochette qui est très liée à l'environnement, à l'écologie, avec justement un thème sous-jacent dans la musique. On parlait de musique entre ciel et terre. C'était quelque chose qui, dès cette époque, m'a toujours beaucoup concerné, les problèmes d'écologie, d'environnement, pas d'une manière dogmatique, mais simplement d'une manière humaine. Et j'essayais toujours de l'exprimer de manière à travers la musique, pas nécessairement à travers des discours, mais à travers mon travail, depuis toujours. Et à ce moment-là, déjà, vous vous sentez écologiste, ou enfin, on n'appelait pas ça comme ça, mais vous vous sentiez concerné par les problèmes du monde, voilà. Oui, pas de manière militante, mais de manière comme un citoyen du monde et de manière affective. Moi, j'ai toujours eu de l'affection pour la planète, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir une attitude un peu anxiogène et une approche un peu anxiogène de l'environnement et de la planète. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il fallait, même si cette pochette les finalement, quand on voit à distance, assez anxiogène. On peut pas dire que vous fichez la trouille là aux gens. Oui, c'est vrai. Alors, c'était planétaire, et en même temps, c'était quand même, vous deviez une valeur marchande d'une certaine façon. C'était différent. Vous sortiez un peu du simple univers artistique. C'est-à-dire vous deveniez d'abord l'homme qui avait le plus vendu de disques en France, qui était déjà un truc extraordinaire, mais en même temps un produit, non ? Oui, c'est d'ailleurs ce qui change, et on est tous confrontés à ça quand on a la chance de rencontrer le public de cette manière-là, à la fois avec une œuvre qui va vous coller à la peau, le restant pour certains acteurs, pour certains écrivains, pour certains musiciens, vous avez ou pour certains metteurs en scène, il y a un film ou un disque ou un livre qui reste quelque chose qui est lié à votre destin d'artiste, et en même temps c'est vrai que les enjeux changent, puisque d'un seul coup vous avez des tas de gens qui ne s'intéressaient pas à vous l'année d'avant et qui d'un seul coup vous représentez effectivement, comme vous le disiez, une valeur marchande, et ça change effectivement les relations que vous pouvez avoir même avec votre propre travail. Vous allez beaucoup voyager à ce moment-là, vous allez être demandé un peu partout. Je ne peux pas tout citer parce qu'à chaque fois c'est toujours quelque chose c'est toujours hypertrophié, les adjectifs dans ces cas-là. Sur le plus grand concert. D'accord avec vous. C'est vrai que c'est pas du tout l'aspect Guinness Book of Records qui m'a intéressé, qui m'a motivé jamais dans ma vie. Il se trouve que j'ai été entraîné dans mon destin, et ma vie m'a entraîné et j'en ai eu le privilège d'ailleurs, dans des situations extraordinaires où j'étais demandé
demandé, on m'a proposé des choses qui sur le papier étaient presque infaisables et qui se sont faites de manière, je me demande encore comment elles ont été Par exemple, faites. la Chine, là, on vous voit, bon, aujourd'hui, c'est relativement plus facile, mais à l'époque, vous étiez quand même le premier artiste accepté, toléré. Exactement, et c'était une époque parce que vous ne parliez pas à ce moment-là, peut-être. Alors, il y a deux choses, certainement, mais il y a eu cette époque où, juste après la chute de la bande des quatre et de l'époque maoïste, il y a eu, Deng Xiaoping a voulu entrouvrir la Chine, et en fait, j'ai, je pense, profité de ça, c'est-à-dire que l'ambassadeur de Grande-Bretagne à l'époque avait donné mes premiers albums, Oxygène, Equinox, etc., à la radio chinoise, et c'est ma musique qui a été la première non-musique chinoise à être jouée à la radio chinoise. Et du coup, de fil en aiguille, on m'a invité pour faire des masterclass au Conservatoire de Pékin et de Shanghai, et l'idée a germé chez eux de m'inviter pour faire ces concerts qui sont devenus, je dois dire, en dehors même de moi, des concerts historiques par le fait même que la Chine s'est refermée après, et que ces concerts ont eu un impact incroyable en Chine, puisque le film fait par les Chinois à l'époque a dû passer peut-être 400 fois sur la télévision chinoise. Il n'y avait qu'une chaîne, ils n'avaient donc pas le choix. Oui. Et donc, du coup, j'ai à partir de là une relation très particulière, et notamment avec les artistes qui à l'époque étaient des artistes, les artistes dissidents qui étaient des amis, et avec qui j'ai entretenu au fil du temps, peintres, musiciens, écrivains, des relations assez régulières. Alors on vous voit à l'Arche de la Défense pour un 14 juillet historique, on vous voit pour le passage à l'an 2000, là, à ce moment-là vous êtes avec du côté des pyramides, avec l'ombre tutélaire du Sphinx, c'est quand même des moments magnifiques que vous avez pu vivre. Ce sont des moments qui sont extraordinaires, qui sont d'ailleurs incomparables, qui vous rendent d'ailleurs très humble, parce que souvent on pourrait penser que ce sont des choses qui peuvent être, comme on a pu me le reprocher à certains moments, mégalomaniaques ou hypertrophiées, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est, je pense, exactement le contraire, parce que moi là-dedans, je suis un élément parmi un projet beaucoup plus important qui intègre l'architecture, qui intègre la culture du pays, qui intègre des tas d'éléments qui m'ont toujours passionné. Si j'avais pas fait de musique, je pense que j'aurais fait de l'architecture. Et moi, le rapport du son ou le rapport de la lumière avec la ville est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. On voit des images de Houston, par exemple, où ça a aussi été une aventure extraordinaire, puisque c'est le 25e anniversaire de la NASA, et qu'il y a eu ce projet incroyable de travailler avec la NASA, avec un des astronautes qui devait jouer en apesanteur dans l'espace, et on a répété ensemble, on a travaillé ensemble. Il m'a appelé pour me dire rendez-vous dans 3 semaines dans l'espace pour jouer en direct, et c'était la tragédie de Challenger. Il a explosé en vol et au décollage, et ça a été une tragédie pour tout le monde. On voulait tout annuler. Les astronautes m'ont appelé, enfin les astronautes qui étaient à Houston m'ont appelé pour me dire il faut absolument que tu fasses ce concert en hommage à Challenger, et c'est devenu un événement incroyable aux États-Unis, et j'ai été au fil du temps toujours entraîné dans des projets qui étaient effectivement hors normes et extraordinaires, et qui m'ont permis aussi de connaître aussi les pays. C'est un privilège énorme aussi humainement, parce que dans des circonstances comme ça, vous êtes dans des circonstances tellement extrêmes que vous connaissez d'un seul coup le terroir ou le public ou un pays de manière totalement profonde. C'est Hemingway qui disait vous connaissez bien un pays en 3 jours ou en 3 générations. Et c'est absolument vrai. La première impression que vous avez quand elle est réelle, et que les gens ont les mains dans le cambouis pour vous aider et collaborer avec vous, ce sont des moments où vous ressentez très fort les pays dans lesquels vous êtes. Il y a Moscou aussi pour le 850e anniversaire de la ville, avec Rostropovitch, le Bolchoï, 500 000 spectateurs. Enfin, tout ça a été très fort. Et aujourd'hui, maintenant, vous revenez à des formats, si je puis dire, plus humains. En tout cas, moins en plein air. Et vous allez commencer une grande tournée où vous allez vous retrouver dans des zéniths à Bercy et dans d'autres lieux, mais cette fois-ci clos. Oui, alors c'est une tournée qui s'appelle 2010, d'abord parce qu'elle se déroule tout simplement en 2010. C'est un hommage en même temps indirect à un grand ami qui était Arthur Clarke, qui est l'auteur de 2001 et de 2010. Et j'étais un grand fan de son œuvre, et en lisant 2010, je vois avec surprise mon nom dans les remerciements du livre, puisqu'il avait écrit le livre en écoutant ma musique. Et donc c'était pourquoi je parle de ça?
c'est que cette tournée et ces concerts qui pour moi, c'est à une époque où beaucoup de gens de ma génération font des tournées d'adieu. Je fais une tournée de débutant puisque c'est ma première vraie tournée à travers le monde où j'avais envie, après que des gens aient fait des centaines de kilomètres ou des milliers de kilomètres quelquefois pour venir me voir, de venir chez eux et puis aussi de partager dans une proximité, comme vous le disiez, un peu différente, dans des salles où je peux contrôler l'espace aussi bien pour le jeu musical que pour la scénographie, le contrôler de manière un peu plus efficace et de ne pas être victime de la météo, du vent, de la pluie, etc. Et puis l'autre chose que je veux dire par rapport à Arthur Clarke, c'est qu'effectivement ce concert est le thème sous-jacent de ce projet, c'est la planète aussi bien d'un point de vue de l'environnement que du point de vue un petit peu de la science-fiction. Je trouve que dans les années justement où Oxygène sort, on a ce fantasme de l'an 2000, cette vision du futur pleine d'espoir, pleine d'innocence. On se dit après l'an 2000, rien ne sera plus jamais pareil. Et puis finalement aujourd'hui, on a dépassé l'an 2000. C'est un petit peu comme si notre vision du futur était un peu derrière nous et que aujourd'hui on était un peu en mal de rêve vis-à-vis du futur. Vous allez voir, on va bientôt parler de l'an 3000 et il va y avoir... Oui, c'est ça, voilà. Et donc, il est temps de parler de l'an 3000, de restaurer justement cette vision qu'avaient les auteurs de science-fiction qui nous proposaient justement cette espèce de vision assez surréaliste et poétique de la planète. Et c'est ce que je veux proposer aussi dans ce projet et dans cette série de concerts que je vais donner à travers le monde. Globalement, vous êtes quand même optimiste pour les années à venir de cette planète, parce que tout le monde nous la présente comme complètement déglinguée et allant vers sa perte. Moi, je suis optimiste par subversion aujourd'hui. Il faut faire de la résistance pour être optimiste, parce que je pense que cette espèce de vision très anxiogène et très réductrice, qui consiste simplement à voir l'avenir en se disant que il faut bien trier nos poubelles correctement pour laisser une planète bien propre aux enfants, ça donne au bout d'un moment, alors que moi je suis un écologiste de la première heure, un peu envie de se rebeller, de donner les coups de pied dans les poubelles. Je pense que il y a une très grande arrogance humaine à penser que nous avons entre les mains l'avenir de la planète. C'est nous qui polluons la planète. On a deux grands problèmes pour moi, très au-delà du sommet de Copenhague à régler dans les années qui viennent. C'est un, le problème de la démographie dont on parle pas suffisamment, et deux, le fait que tout ça peut être réglé par l'éducation et une meilleure distribution de l'éducation. Il y a 1,5 milliard de gens sur cette planète qui sont illettrés, et il faut se pencher d'urgence là-dessus. Ce sera la meilleure manière de... C'est pour ça que vous êtes engagé absolument à l'UNESCO depuis une quinzaine d'années. Je pense que les valeurs de l'UNESCO vont être dans l'air du temps, comme nous le disions tout à l'heure avant cette émission. Merci beaucoup, Jean-Michel Jarre. Merci à vous. Au revoir.